Déby, la plus jeune de plusieurs années, a eu de son propre aveu l'enfance gâtée de la petite dernière. Elle n'a pas manqué de camarades dans le voisinage. On l'aimait beaucoup, ou on l'aimait beaucoup. Elle est allée dans un collège du quartier où elle a souffert de l'anonymat. L'individualité est ce qu'elle chérit avant tout. Non pas en s'enfermant dans la routine des relations de bon voisinage, se marier tout bêtement et finir enfermée dans quatre murs avec quatre gosses, elle veut vivre, elle veut connaître le monde. Son idéal est fait de spontanéité, de légèreté. Elle a choisi de devenir actrice et elle fréquente aujourd'hui un cours d'art dramatique. Ce qui la passionne, dit-elle, c'est de travailler de nouveaux rôles. Son autobiographie est une succession d'impressions décrites de manière très vivante, rassemblées pour constituer un ensemble de variations sur le thème de l'expérience, de l'intimité et de la spontanéité. Dans un style que l'un de ceux qui ont lu son récit a qualifié de post-moderne, elle est aussi ordonnée que Karl dans sa capacité à relier un thème à l'autre. Mais tandis que le récit de son frère enchaîne les faits de manière causale et linéaire, son récit à elle relie métaphoriquement les thèmes, les unissant tour à tour l'un à l'autre. Les expressions causales y sont relativement rares, mais leur absence est compensée par sa vivacité et son goût pour les détails concrets et évocatifs. Elle est acceptée dans la famille pour ce qu'elle est chaleureuse, spontanée, loyale envers les siens, mais peu débrouillarde. Elle attache beaucoup d'importance au fait de devenir actrice, mais son ambition semble davantage de parvenir à la réalisation personnelle plutôt que d'accéder à la célébrité. Les communautés fermées ménagent des occasions de prêter attention aux autres. Ses membres se rassemblent pour comprendre l'état des choses, pour réévaluer les sentiments de chacun et du même coup pour réaffirmer les normes. Les familles n'y font pas exception. Repas de Thanksgiving ou de Noël, de Pâques ou de mariage. Les Goodards sentent que leur unité est fondée sur de fréquents repas de famille. Ils vivent à portée les uns des autres, à l'exception de Karl. Et ils s'asseyent ensemble autour de la table, comme ils disent, au moins une fois par semaine. Ils s'enorgueillissent que rien ne soit interdit à cette table où ils se sont assis depuis que les enfants étaient petits. Il y a chez eux aussi une règle non écrite. Vous pouvez revenir à la maison si vous avez un problème et demander à retrouver votre ancienne chambre. Nina y est revenue avec sa fille, après son divorce. Harry a fait de même après sa rupture douloureuse. Au moment de son interview autobiographique, Déby y vivait encore. Lorsque plus tard elle a déménagé pour se rapprocher de son cours d'art dramatique, dans un autre secteur de Brooklyn, sa sœur s'est gentiment moquée d'elle car elle ramenait son linge sale pour le laver à la maison. 5. Revenons au problème que j'avais initialement posé, la mise en forme et la distribution du self dans les pratiques familiales, la famille jouant le rôle de point d'ancrage de la culture. Je ne pourrais guère qu'en aborder un seul aspect, la distinction que tous les Goodards font entre public et privé, distinction culturelle de la société environnante qui se ferait un chemin dans l'idéologie familiale et qui finit par être incluse dans le self de ses membres. Mon propos n'est pas tant de rapporter des découvertes que d'essayer de donner un sens à la manière dont la recherche peut être menée dans l'esprit de la psychologie culturelle. Comme vous vous êtes certainement aperçu, le contraste entre le foyer et, pour reprendre l'expression dont se servent les Goodards, le monde réel, est quelque chose de central pour la famille dans son ensemble et pour chacun de ses membres. De tous les thèmes qui ont été abordés dans les autobiographies individuelles comme dans la réunion de la famille, celui-ci domine. C'est celui dont la fréquence est la plus grande. Il figure au premier plan des solutions aux difficultés selon les 5 constantes mises en évidence par Burke, qui surgissent dans les histoires qu'il raconte. C'est là que peut naître ce que j'ai appelé dans le second chapitre la difficulté avec une majuscule. C'est aussi le thème qui engendre la plus grande fréquence de propositions relevant du devoir, les énoncés sur ce qui devrait être, sur ce sur quoi on peut compter, sur ce que chacun doit prendre en compte. La distinction a pris plusieurs formes selon les domaines. Son expression dans cette famille est parfaitement contemporaine, car les textes autobiographiques des Goodards sont tout autant des documents historiques et sociologiques que des documents personnels. En fait, l'histoire personnelle de cette famille reflète de manière profonde l'histoire de l'immigration en Amérique, celle des immigrants venus d'Italie, pour l'une des branches de la famille, et de la campagne vers la ville pour l'autre. George et Rose Goodards ont tous deux vécu une enfance qui, selon leurs propres termes, a été marquée par une quasi-pauvreté, avec toutes les conséquences qui en découlent. Ils ont tous deux été si désireux de préserver leurs enfants d'une telle enfance
que sans avoir eu l'intention de le faire, ils ont exagéré le contraste entre le foyer et le monde réel, au point d'aboutir à une tension entre le sûr et le dangereux, entre l'ennui et l'excitant. Les deux parents ont souligné que leur vœu le plus cher était d'épargner à leurs enfants la jeunesse qu'ils ont connue. Mais il y a également une vérité sociologique à ce problème, où l'on retrouve la même distinction. Les New-Yorkais d'aujourd'hui voient et parlent de leur cité comme d'une ville infestée de gangsters et de drogués. Elle est brutale, on vous y exploite, et en même temps elle est excitante et innovatrice. L'expression même de débrouillardise, street smart, qu'utilisent les New-Yorkais, est une invitation à distinguer de manière particulière entre ce qui est public et ce qui est privé. Elle exprime à la fois une histoire et une sociologie, aussi bien qu'une psychologie individuelle. Il est évident que la psychologie culturelle ne tend pas à confondre les différents niveaux d'analyse représentés par ces trois champs, chacun fonctionnant avec des données de base nécessairement différentes. Mais l'une de ses ambitions principales est d'étudier comment chacun de ces domaines distincts constitue le contexte des autres. Le foyer pour les Goodherds, c'est l'intimité, la confiance, l'aide mutuelle, le pardon, l'ouverture. Ce sont des obligations, une manière de se lier aux autres, un mode de discours et même un type d'affect. Comme on peut s'y attendre, le foyer est incarné par des histoires emblématiques que les membres de la famille racontent et qui mettent en scène la famille, par des récits qui illustrent des serments et des résolutions symboliques, et parfois d'amusantes non-résolutions. Chaque membre de la famille a ses propres histoires racontées. Debbie, par exemple, est la spécialiste des histoires d'abandon, celle de la détresse des animaux abandonnés. Ces histoires lui assurent la sympathie de la famille Goodherds. Il y a son histoire de cette mouette à l'aile brisée qui a atterri dans le jardin des Goodherds et qui a été si exagérément dorlotée par la famille jusqu'à ce qu'elle meure, qu'on en parle encore. Des années après, comme d'une illustration exagérée jusqu'à l'absurde de leur gentillesse commune. Debbie l'a de nouveau raconté à la réunion de famille. Tout le monde s'est employé à l'enjoliver. Il y a aussi son récit autobiographique. Un poulet est tombé d'un camion sur la voie rapide Brooklyn-Queens. Elle en parle dans un récit dans les distorsions symboliques, sa fidélité d'adulte au même idéal. Ses amis ont refusé d'arrêter leur voiture pour qu'elle puisse porter secours aux volatiles. On va tous se faire tuer. Elle a fulminé. Le monde réel, cette horrible voie rapide, tout cela a eu raison de la commisération humaine. Le monde réel de Karl est plus nettement cruel et hypocrite, plus corrompu que celui de Debbie. L'entraîneur de l'équipe de football du lycée lui a dit de changer de jeu ou de sortir du jeu. Il a aussitôt quitté l'équipe, calmement et sans faire de bruit. Il s'adapte à sa version du monde réel en cherchant des enclaves sympathiques que l'on pense comme lui. Le mouvement catholique pour la paix, un baraquement auquel il a consacré son temps libre lorsqu'il était étudiant. À l'université, plutôt que d'être rejeté par la compétition au couteau ou l'isolement de la faculté, il a essayé de faire que l'on parvienne à s'asseoir ensemble et à traiter de toutes choses à égalité. La métaphore clé de la famille lorsqu'elle est réunie chez elle. Dans ces histoires, se dresser contre les pressions exige qu'on en ait quelque chose de spécial. Nous sommes une famille morale, proclame-t-il, à la réunion de famille sans raison apparente. Chacun a sa propre version narrative du conflit. Même M. Goodherds, si réservé, qui raconte comment il a échoué dans ses relations parce qu'il exige de ses amis loyauté et confiance. Ou cette autre confrontation qui surgit à la réunion de famille et qui semble bien être en passe de devenir une histoire. Debbie accuse son père de ne pas avoir manifesté beaucoup de compassion lorsqu'il lui a annoncé par téléphone, il y a quelques mois, la mort d'une amie. Il répond « Écoute, je ne la connaissais pas. Dans ce monde, on ne peut pas être bouleversé par tout ce qui se passe. » Il sait parfaitement qu'il est sur la corde raide, sur cette frontière impalpable entre l'intimité paternelle et le monde réel des gens débrouillards. Après tout, bien que bon patriote et ancien sergent-chef, il a donné sa bénédiction à Karl lorsque celui-ci a évité la guerre du Vietnam. Et Debbie revient sans cesse à l'idée de se perdre par lequel elle manifeste qu'elle veut s'investir totalement dans sa carrière. Tout cela ne signifie nullement que les Goodherds ont renoncé à toute ambition dans le monde réel. Il n'en est rien, mais dans une très large mesure, ils puisent le sentiment de leur légitimité, non pas dans le fait de réussir à l'extérieur, mais dans leur identification et leur participation au foyer, lieu de vérité et d'intimité. En ce sens, cette famille reflète certainement ce que de nombreux auteurs ont noté à propos de notre époque, une privatisation des significations et du self. Dans la réunion de famille,
aussi bien que dans les autobiographies individuelles. Il n'y a guère de doute que la personnalité réelle, telle qu'ils la décrivent, n'est pas la personne extérieure, mais les sentiments et les croyances attachées aux valeurs que sont la vie privée, l'intimité et l'échange. Pour faire appel à une métaphore emblématique chez les Goodherds, les selfs sont distribués autour de cette fameuse table familiale. Lorsque Suzanne Weisser et moi-même avons été invités à un repas italien chez eux, nous l'avons interprété comme l'acte sémiotique dont il s'agissait manifestement. Nous étions devenus nous aussi des gens réels, des selfs attachés au monde du foyer. La structure principale du self de chacun des Goodherds est précisément cette division entre le vrai self qui légitime et ce self débrouillard qui les protège du monde réel. Ces deux selfs coexistent en un équilibre précaire. Une histoire tirée de l'autobiographie de Karl en donne une illustration douloureuse. En Californie, pour l'été, il a rencontré une jeune fille avec laquelle il a eu une liaison. Il la décrit comme une fille indolente. Un soir, alors qu'il bavardait joyeusement, elle lui a dit qu'il devrait cesser d'être aussi dur avec lui-même. Le lendemain, avant qu'elle ne se réveille, il s'est levé, il a rangé ses affaires et il a pris le premier avion pour New York. Il ne veut pas d'un dolce far niente. Il lui préfère le confort douloureux de vivre dans un conflit dont il a lui-même défini les termes. 6. Revenons-en à la perspective historique. En tant que psychologue, nous avons fait l'erreur d'oublier qu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire à une date récente, le domaine privé était moins réel, moins défini, moins stabiliseur que le monde public du travail et du pouvoir. L'historien anglais Keats Thomas nous rappelle dans sa contribution au 3e volume de l'histoire de la vie privée, publié par l'École des Annales. Dans les dernières périodes de l'histoire européenne, vie privée était synonyme de secret, de dissimulation, de désir honteux d'échapper au regard de la communauté. Comme l'a dit un prêtre au XVIIe siècle, le meurtrier et l'adultère aspirent tous deux au secret. Au XVIIIe siècle, Denis Diderot a vu dans la prolifération de meubles dotés de compartiments secrets un signe de la détérioration de la morale de l'époque. Pour Jean-Jacques Rousseau, une société sans vie privée serait une société sans vice. Les vies et les selfs que nous avons étudiés sont, sans nul doute, modelés par des forces intrapsychiques à l'œuvre ici et maintenant. La distinction qu'opèrent les Goodherds, la différence très tranchée entre le foyer et le monde réel, c'est leur distinction et ils l'ont adaptée à leur propre vie. C'est à tout égard un phénomène d'une vibrante contemporanité, mais si l'on en reste là, on isole les Goodherds de l'histoire et l'on appauvrit notre propre compréhension de leur existence et de leur situation. En tant qu'individualité et en tant que famille, ils sont et ont toujours été et ne pourront jamais éviter d'être des expressions de forces sociales et historiques. Quelles que soient ces forces, quelle que soit la conception que chacun peut avoir des forces historiques, elles ont été converties en signification humaine, en langage, en récit, et elles se sont frayées un chemin dans l'esprit des hommes et des femmes. À terme, c'est ce processus de conversion qui a créé la psychologie populaire et le monde de la culture tel qu'il est vécu. Une psychologie culturelle inclut ces problèmes dans son champ. Elle ne le fait pas, comme je me suis acharné à le répéter, en excluant ou en refusant l'existence des limites biologiques ou des nécessités physiques et économiques. Par ailleurs, elle insiste sur le fait que la méthodologie de la causalité ne peut jamais rendre compte de la richesse sociale et personnelle de la vie dans une culture, pas plus qu'elle ne peut sonder leur profondeur historique. Ce n'est qu'en ayant recours à l'interprétation que nous pouvons, en psychologue, rendre justice au monde de la culture. 7. Il est temps de conclure. J'ai commencé par reprocher à la révolution cognitive d'avoir cessé de mettre en son centre la construction de la signification, en optant au contraire pour le traitement de l'information et pour la computation. Dans le second chapitre, j'ai demandé que l'on prenne en compte dans nos travaux cette caractéristique humaine que j'ai appelée psychologie populaire, façonnée par la culture grâce à laquelle les gens organisent la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, des autres et du monde dans lequel ils vivent. J'ai insisté sur le fait que la psychologie populaire est un fondement essentiel non seulement de la signification personnelle, mais aussi de la cohésion d'une culture, car c'est pour conforter nos principes et nos convictions que nous créons nos institutions. La psychologie populaire évoluant à son tour en réponse au changement institutionnel. Je me suis également efforcé de montrer que la psychologie populaire n'est pas tant un ensemble de propositions logiques
qu'une pratique du récit et du conte. Elle puise pour cela dans une inépuisable réserve de culture narrative, histoire, mythe, genre littéraire. Dans le troisième chapitre, j'ai tenté d'élucider les origines de cette capacité à participer à la culture humaine et à utiliser ces récits. J'ai essayé d'indiquer comment le jeune, par don inné et par le fait qu'il y est exposé, en vient à participer à la culture en utilisant le langage et ses discours narratifs in vivo. J'ai émis l'hypothèse que la structure de la grammaire pourrait avoir surgi d'une propension proto-linguistique au récit. Enfin, j'ai essayé de montrer comment les existences et les selfs sont des produits de ce processus de construction de la signification, mais j'ai également essayé de dire nettement que les selfs ne sont pas des noyaux de conscience isolés, enfermés dans une seule tête, mais qu'ils sont distribués interpersonnellement. Mais aussi qu'ils ne jaillissent pas davantage en réponse au seul présent. Ils prennent une signification à partir des circonstances historiques qui ont donné forme à la culture, dont elles sont une expression. L'objectif d'une psychologie culturelle n'est pas de rejeter la biologie ou l'économie, mais de montrer que l'esprit et l'existence sont des reflets de la culture et de l'histoire tout autant que de la biologie et des capacités physiques. Elle a nécessairement recours aux outils de l'interprétation forgés pour l'étude de la culture et de l'histoire. Il n'existe pas d'explication unique de l'homme, qu'elle soit biologique ou autre. À terme, les explications causales les mieux affûtées ne peuvent donner un sens plausible à la condition humaine sans être interprétées à la lumière du monde symbolique que constitue la culture humaine.